Il y a quelques semaines à peine, c'était la tenue du salon annuel de l'automobile à Montréal, le salon 2024. Moi, j'étais à l'extérieur du pays, j'étais en vacances, j'avais un petit pincement au cœur parce que je ne déteste pas ce genre d'événement, ce genre d'événement-là. Quand j'aime ça y aller quand je peux, évidemment, une fois par année. Mais bref, on a Jean-François Guay, notre avocat et chroniqueur automobile joannais, qui, lui, bien sûr, était là. Ah oui, j'étais là, Éric. Bienvenue. J'étais là, même trop souvent. Trop souvent? Ben T'étais oui, là souvent, oui? Ben oui, le guide de l'auto avait un kiosque, puis il fallait signer des livres. Et puis, ben la récompense que j'ai eue, c'est une grosse grippe. Ah, t'es sérieux? Ben oui, mais tu sais, là, bon, on serre la main, on se fait la bise, alors, ben c'est ça. Je me suis retrouvé Là, une semaine sur T'es le bien corps. remis? Oui, tout va bien, inquiète-toi pas. Bon, tant mieux. Ce salon-là, le 2024, Ouais. qu'est-ce qu'il avait de particulier? Bien, là, ce qu'il y avait de particulier, au moins, c'est qu'il y a des manufacturiers qui sont revenus au Salon de l'Auto. Comme qui? Bien, je pense à Ford, Lincoln, qui n'était pas là l'an dernier. Je pense aussi à Infiniti, la marque de luxe. Puis il y avait Tesla. Le club Tesla Québec était sur place. Puis il y avait le Cybertruck, le fameux pick-up Tesla qui était là. C'était assez impressionnant. Reste à savoir si ça va se vendre. C'est pas donné. Je pense que c'est 116 000 US. C'est beaucoup d'argent, comme pour toutes les voitures électriques, d'ailleurs. OK. Donc, retour de nouveaux anciens joueurs. Oui. Donc, probablement un salon qui était un peu mieux garni, plus diversifié. Plus diversifié parce qu'ils ont ouvert toutes les salles du salon. Donc, cette année, le salon était sur 3 étages. Au Palais des Congrès. Oui. Et c'était une bonne ou une mauvaise idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il y avait aussi des motoneiges, des vélos électriques, des motocyclettes. Il y a certains manufacturiers qui ont... Il y avait une grande salle qui était dédiée à ça. Il y avait également des bateaux. Donc, pour les gens qui aiment les moteurs, bien, ça donne peut-être un petit côté, un plus pour moi. Bon. Est-ce que le salon a connu une bonne fréquentation? Oui, plus de visiteurs que l'an dernier. Le salon a dépassé 170 000 visiteurs. C'est quand même bien. Je pense une augmentation de 14 par rapport à 2023. Un chroniqueur automobile comme toi et tes collègues, là, quand il y a un événement genre salon, puis je sais que parfois vous allez à Détroit ou dans d'autres villes aussi dans le monde, qu'est-ce que vous regardez dans un salon? Parce que vous autres, vous êtes là-dedans, là, c'est votre industrie, là, c'est votre monde. Là. Qu'est-ce que vous regardez dans un salon? Honnêtement, moi, j'aime ça quand il y a des visiteurs. Parce que là, comme le kiosque du salon du guide de l'auto, par exemple, là, je jase avec les visiteurs, puis je demande, eux, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Okay. Parce que c'est ça qui donne un bon indice sur où on s'en va. Puis j'avais remarqué au cours des dernières années, Éric, concernant les voitures électriques, là, on voit la tendance, là, les ventes sont à la baisse, il y a moins de demandes. C'est que les gens, leur budget est serré, puis c'est pas tout le monde qui est capable de se payer un véhicule électrique. Encore cette année, c'était un peu la même histoire. C'est sûr que les gens n'ont pas pu voir n'ont pas pu voir l'ensemble des véhicules électriques sur le plancher parce qu'il manquait des manufacturiers. Mais je vous dirais, moi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le nouveau constructeur VinFast. Oui, je sais. Constructeur vietnamien avec différents véhicules. Puis moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le modèle VF3, qui va, il est supposé être commercialisé en 2025, ça va être le plus petit véhicule électrique sur le marché. Donc, puis il va être le moins cher aussi. Donc ça, mais VinFast a fait jaser. Je vous avoue, il y a même des gens qui ont acheté des véhicules sur place. Ah oui? Après ça, ils sont venus nous voir, ils ont dit « On a-tu fait une bonne affaire? » Bien là, l'avez-vous loué ou acheté? Là, la plupart avaient loué. Là, bien, j'ai dit « C'est correct. Au moins, vous êtes garantis, vous avez une bonne garantie. Puis si ça ne fait pas dans quelques années, vous pourrez remettre les clés. » Continuons peut-être un peu sur VinFast, parce que une connaissance à moi qui travaille à Iberville, qui a eu longtemps, probablement dans les premiers à avoir des Tesla, a fait le changement. Il me disait, écoute, c'est nouveau, nouvelle technologie, mais bon, était assez, comment je dirais, surpris de la qualité du service, viennent à la maison, font la mise à jour, prêtent une auto, bref. Tu sais, honnêtement, il n'y avait rien à dire. Puis comme il me disait, au final, il dit 50 000 taxes incluses. Non, c'est ça, c'est plus abordable. Pour un véhicule avec une autonomie, un véhicule VUS assez standard, 400 quelque chose kilomètres, bref, rapport qualité-prix. Oui. Je disais, ça vaut la peine de le regarder. Puis c'est bien fait, là, je l'ai vu. Là. Je me suis assis dedans dans la VinFast. Là. Je me suis posé la question. Effectivement, ça peut être un joueur intéressant. Le prix est là, mais c'est toujours la grande question, c'est la fiabilité.
À long terme, ben, c'est le temps C'est qui pour nous ça le que si dira. tu loues, c'est pas trop mal. C'est exactement. Si tu achètes, c'est une autre histoire. Ben, c'est parce qu'ils ont des Ouais. modèles assez dispendieux. Ils ont des modèles bas de gamme, mais si tu prends le VF9, Oui, c'est pas là, donné. on là. dépasse 100 000 100 000. là. OK. Donc, tu sens de la part, parce que tu as vu le vrai peuple Oui! qui est venu te voir au kiosque du guide de l'auto. Ouais, ouais. Donc, le vrai peuple a le goût de changer pour l'électrique, mais se rend compte que c'est encore quelque chose de pas toujours abordable. Pas toujours abordable. Les gens aussi se questionnent beaucoup sur les bornes de recharge parce que on apprend des choses en jasant avec les gens. Tu sais, j'ai des gens qui habitent à l'île des Sœurs, notamment, qui m'ont expliqué qu'ils vivent dans des grandes tours de luxe, mais qui datent de plusieurs années. C'est des constructions qui ont une trentaine d'années. Et le CA bon, je pense que c'est ça ce qu'on dit, s'oppose... Les syndicats de copropriété. là. Exactement, merci. Le syndicat s'oppose à l'installation de bornes à l'intérieur du bâtiment, notamment dans le garage. Alors, puis là, on parle de tours de condos où il y a peut-être une centaine d'appartements. Ça, c'est un frein. Oui, ça, c'est des choses qu'on ne pense pas ou qu'on ne parle pas. Mais ça, c'est les problèmes au quotidien des gens qui veulent s'acheter des voitures électriques. Donc, tout ça, ça met un frein. Ouais. Bon, mais là, on est en 2024. Ouais. Les gens voient la fameuse date de 2035, Ouais. où semble-t-il que les manufacturiers pourront plus nous vendre des véhicules à essence. Bon, c'est dans 10 ans, là, mais quand même. Est-ce que tu sens que les gens, donc, veulent se tourner vers l'électrique? S'ils ne le peuvent pas, ils font quoi? Ils se tournent vers Moteur à essence. le moteur à essence traditionnel ou dans l'usager? L'usager, bien, les véhicules sont extrêmement rares. Encore? Ah oui, ben oui. Parce que voulez-vous? À cause de la pandémie, les manufacturiers ont cessé de produire des véhicules pendant plusieurs mois. Puis ça fait en sorte qu'il y a eu une pénurie au niveau des voitures d'occasion. Ça, c'est évident. Et je vous dirais aussi... Il y a le phénomène aussi du vol de véhicules, là, dont on parle beaucoup. Oui. Parce que c'est ça aussi, on dit, bon, il n'y a pas beaucoup de véhicules d'occasion. Il n'y a pas de véhicule... Oui. Il y a évidemment le phénomène du vol d'auto, là, qui a pris quand même une ampleur assez importante. Puis l'autre chose, bien, c'est les taux d'intérêt dans le Taux neuf, d'intérêt. même pour les locations ou les achats. Donc, les gens sont un peu coincés, là. Ouais. Mais ce qui ressort aussi, là, les discussions que j'ai avec les gens, c'est l'absence de petites voitures qui sont abordables. Parce que là, ça revient toujours qu'il reste... Maintenant, la voiture la moins chère sur le marché, c'est la Mitsubishi Mirage. Ça se vend quasiment pas. Après ça, vous avez la Nissan Versa qui commence à 20 000 $. Mais si on regarde le reste, il n'y a plus de Hyundai Accent, il n'y a plus de Toyota Yaris, tout ça. Les gens, j'espère que les manufacturiers, à un moment donné, vont comprendre le message puis vont revenir avec des petites voitures abordables. Ce qu'on a en Europe. Ce qu'on a toujours en Europe. En Amérique du Nord, c'est pas beaucoup existant. Pas beaucoup parce que, vous savez, les gouvernements se sont mêlés de l'industrie en mettant une date butoir 2035. Ça fait en sorte que des manufacturiers, là, écoutez, ils ne peuvent pas avoir 20 modèles sur le plancher. Là. Il a fallu qu'ils fassent des choix pour faire place à des voitures électriques. Ils ont dû décider d'éliminer certains modèles, puis ils ont éliminé les modèles les moins payants. Une Toyota Yaris, où je parlais avec un concessionnaire Volkswagen, il vendait une Golf. Il ne faisait pas une fortune avec ça. Il est mieux vendre un Touareg ou un Atlas, c'est-à-dire, qui fait beaucoup plus de marge de profit. Donc, c'est pareil pour les petits manufacturiers. Ils ont éliminé des modèles non payants pour essayer aussi d'engranger des profits suite à la pandémie. C'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un là, qui doit ou veut changer? Je dis doit parce que disons que tu as une location qui se termine bientôt, ou deuxièmement parce que tu as un véhicule qui est en train de tomber en lambeaux qui te coûte évidemment la peau des fesses à réparer. C'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un là, qui va être en position de changer un véhicule? Bien, ces gens-là, comme tu dis, n'auront pas le choix. Soit qu'ils rachètent peut-être le véhicule en location, si la valeur résiduelle est intéressante, puis qu'ils font un profit avec, parce que c'est ça c'est une tendance qu'il y a eu au cours des dernières années, puis qui a fait en sorte aussi qu'il y a moins de véhicules électriques sur le marché. C'est que les gens, en fin de bail, ils ont racheté leur véhicule, puis ce véhicule-là n'est pas allé sur le marché de l'occasion. Les gens dont les véhicules sont en lambeaux, mais eux, ils n'ont pas le choix. Dépendamment de leur budget, peut-être regarder un véhicule d'occasion. Ou si vous avez un véhicule qui va bien, je ne veux pas nuire à l'industrie automobile, mais si votre véhicule va bien, pourquoi peut-être pas le garder un an ou deux de plus en faisant des bons entretiens, tout ça. Puis éventuellement, peut-être aussi que les taux d'intérêt vont baisser, que le prix des véhicules va baisser, parce que c'est sûr qu'on regarde les véhicules électriques, les prix ont commencé à baisser. Je parlais avec des gens qui travaillent dans le monde de la finance. On s'attend probablement à partir du printemps que le taux directeur baisse peut-être de 0,25, 0,50 d'ici la fin de l'année. Donc,
on pense qu'à partir du printemps, on retomberait de l'autre côté. Là. Ouais. Pour les voitures neuves. Ouais. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un véhicule d'occasion, bien là, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que les voitures neuves. Et compagnie. Là. Donc, pour toi, c'est quoi les grandes tendances de l'industrie en ce moment? Bien, les grandes tendances, là, c'est l'hybride, je vous dirais. Ah oui? Parce que si on regarde, exemple, Toyota a dévoilé la nouvelle Camry, la 9e génération, motorisation hybride. Encore? Hybride. Hybride branchable? Hybride, tout simplement, pour l'instant, mais une hybride branchable s'en vient. Si on regarde aussi GM, GM a annoncé, bien, GM, on sait, ils foncent là, dans le secteur des véhicules électriques, là, tête première. Sauf que là, ils viennent de nous annoncer qu'ils veulent ramener des voitures hybrides rechargeables, comme la Chevrolet Volt. Je ne dis pas que la Volt va revenir, mais il va y avoir des véhicules semblables qui vont revenir. Ford aussi va emprunter le même chemin, dans le sens que là, tu sais que Ford a perdu 4,7 milliards de dollars américains en 2023 avec sa section de véhicules électriques. Ah, ouais. C'est une fortune. Ce qui fait que Ford ne fait pas faillite, c'est que la division des véhicules commerciaux puis des véhicules à l'essence est très rentable. Je pense qu'ils ont fait un profit de 14 milliards. Mais, fait que si Ford perd cet argent-là, bien, fait une règle de 3, bien, GM, sensiblement, bien, GM a moins de véhicules électriques, mais, fait que c'est ça. GM s'en va vers l'hybride rechargeable, Ford, puis moi, je vous dirais Toyota aussi, qui sont les leaders dans les voitures hybrides, et ils vont avoir aussi des véhicules hybrides rechargeables. En terminant, Jean-François, évidemment, tu parlais du guide de l'auto tantôt, auquel tu es associé depuis combien d'années? Moi, j'ai commencé dans le guide de l'auto en 2002. 2002. Après ça, bien, il y a eu une pause. Après ça, j'ai eu un livre avec Jacques Duval de 2009 à 2014 qui s'appelait L'Auto aux éditions La Presse. Puis ça, je suis revenu au guide de l'auto en 2015. Bon, donc, parlons de Jacques Duval, dont on a appris le décès il y a quelques jours, à l'âge de quoi? 89 ans, je crois. 89 ans. Évidemment, c'est tout un bonhomme. Moi, je l'ai connu brièvement, plus dans mes années à CKAC. Oui. Bon, le guide de l'auto, c'était lui. Je veux dire, on a fêté le 50e il y a quelques années. Toi, tu l'as rencontré comment? Tu l'as connu comment, Jacques Duval? Bien, Jacques Duval, vous savez, il a demeuré à Saint-Jean. Oui, ça, c'est vrai. Oui, Il a demeuré dans le quartier Saint-Eugène. Oui. Il y avait un condo là-bas, puis... À la Gaîté française, en À la Gaîté française. Il était parti de... Il a toujours résidé... C'est un gars de Québec. Puis il a résidé à Mont-Saint-Bruno pendant... C'est un homme qui a résidé longtemps avec sa famille à Mont-Saint-Bruno. Il s'est emmené à Saint-Jean pour l'amour des bateaux. Parce qu'à la Gaîté française, il y avait son quai, puis il y a eu 4 bateaux au cours de sa... Mais ça a été des amourettes. C'est comme ça que tu l'as rencontré? Bien, on se croisait à Saint-Jean. OK. Puis à l'époque, je te dirais, Éric, avant de monter les échelons, c'était plus long. Moi, j'ai commencé au Canada français. Après ça, j'ai eu le magazine. J'ai écrit dans le magazine L'Automobile, tout ça. Puis à un moment donné, il m'a recruté. Puis je me rappellerai toujours de notre première rencontre. Il a travaillé longtemps à Radio-Canada, à la radio aussi, CKC, CGMS, CKVL. Puis il m'avait donné rendez-vous dans un restaurant, juste en face de la tour de Radio-Canada. Et puis là, on s'était dit déjà bonjour à peine. Bien, on se parlait un peu. Mais là, je me rappellerai toujours. Moi, je savais ce qu'il voulait. J'avais le bon feeling. Quand je suis rentré dans le restaurant, je me suis assis. Il dit « Salut Jean-François. » Il dit « Sais-tu pourquoi je t'ai appelé? » J'ai dit « Oui. » Je m'appelais pour que je fasse le guide de l'auto. Je travaille dans le guide de l'auto, que je fasse la radio avec vous, puis de la télévision. Ah, bien là, il dit « T'as lu dans mon esprit? » J'ai dit « Oui. » Fait qu'il dit « C'est conclu. » Je dis « Oui. » On s'est serré à la main. On prend un petit verre, puis après ça, on s'est revu au travail. En quelques secondes, qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Ah, son rire. Tu sais, des beaux... Il avait un rire extraordinaire. Son sourire, il était toujours de bonne humeur. Son français impeccable. Son vocabulaire. Puis il nous a ouvert la porte. Il a créé le métier de chroniqueur automobile au Québec et dans le monde francophone. Jean-François Guay, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.